Aujourd'hui, on va parler de prévention de santé mentale. Alors, pourquoi un petit peu cette thématique? J'ai repris le dernier rapport qui existe de l'assurance maladie. Les chiffres 2022 ne sont pas encore connus, mais j'ai récupéré les chiffres 2021. Et où dans son rapport, hein, le rapport qui s'appelle Les Essentiels, où chaque année ils font le bilan sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, eh bien, il est recensé plus de 10 600 affections psychiques pris en charge en tant qu'accident du travail. Alors c'est vrai que en termes d'accidents du travail, c'est qu'une petite partie, on recense à peu près 600 000 accidents du travail chaque année. Donc 10 000, c'est pas beaucoup. Si on se compare plutôt aux maladies professionnelles, on va plutôt être l'ordre de 50 000 maladies professionnelles par an, donc 40 000 TMS. Donc on voit le lien, même si les TMS, ça reste toujours bien sûr un sujet d'actualité. On a fait de nombreux webinaires dessus. Il me semblait nécessaire de faire au moins un webinaire sur cette problématique-là des affections psychiques et donc de la prévention de ces affections. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui Noémie à nous faire cette présentation sur les premiers secours en santé mentale et savoir comment ça se met en œuvre, comment ça se déploie dans les entreprises. Donc, Noémie, je vais te donner la parole. Je vais te laisser te présenter, dire qui tu es et puis nous présenter ces premiers secours. Merci Eric pour cette présentation. Je m'appelle Noémie Guérin, je suis la fondatrice d'un organisme de formation et de conseil qui s'appelle Santé du dirigeant, qui compte une dizaine de formateurs et de formatrices sur les sujets de la prévention en santé mentale et de la prévention des risques psychosociaux. Et on a découvert il y a quelques années la formation Premier secours en santé mentale dont je vais vous parler aujourd'hui et qui est pour moi le terreau de tout ce qu'on peut mettre en place par la suite sur la prévention et l'évaluation des risques psychosociaux. C'est pour moi le véritable pourquoi de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place derrière sur ces sujets-là. Et donc, du coup, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette formation que je voulais débuter par une première partie qui consiste à remettre une définition, un sens sur le terme santé mentale. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà d'ailleurs entendu parler de la formation Premier secours, mais avant de débuter dans le vif du sujet, je trouvais ça intéressant de pouvoir se questionner sur qu'est-ce que la santé mentale ? Qu'est-ce que la santé mentale représente? Qu'est-ce que la santé mentale pour nous? Et quand je vous dis santé mentale, à quoi vous pensez? Si vous pouvez mettre quelques mots dans le chat pour participer, pour me dire ce que ça peut vous inspirer, avec grand plaisir. Si je vous dis santé mentale, vous pensez à quoi? Il n'y a pas de bien-être, il n'y a pas d'attente conventionnelle. C'est-à-dire que ça peut être positif, c'est ce qu'on appelle tout le côté salutogène, mais ça peut être aussi d'autres termes qui peuvent être plus liés au côté pathogène. On verra après. RPS. Bien-être. Sécurité psychologique. Burn-out. Oui. Là, on est plus dans le côté pathogène. Équilibre. Être bien dans sa tête, libre, libéré, équilibre. Qualité de vie au travail. Ça y est, l'inspiration est en train de venir. Il faut toujours démarrer un petit peu pour que les gens se prononcent. Oui, puis trouve aussi l'inspiration sur le sujet. Hein. Ergonomie au travail, oui. Écoute. Communication et écoute. Très intéressant. Vous voyez que dans les représentations que l'on peut avoir, quand on pose cette question, qu'est-ce que la santé mentale ? Il y a toujours deux niveaux. Quand je commence mes formations Premier secours en santé mentale, je pose cette question, et si la santé mentale était un animal, lequel serait-il ?
Je vais avoir certaines personnes qui vont me répondre le chat, le caméléon, pour le côté adaptatif, pour le côté équilibre que vous venez de citer. Et puis, j'ai certaines personnes qui vont me parler du serpent, de l'araignée, du poulpe, un côté un peu plus mystérieux qu'on ne souhaite pas forcément regarder, auquel on ne souhaite pas forcément être confronté. Et il y a vraiment toujours ces deux dimensions quand on parle de santé mentale, avec un côté qu'on va considérer comme plus positif sur comment on va prévenir sa santé mentale, prendre soin de sa santé mentale, et un côté plus pathogène qui nous fait plus penser aux troubles et au côté, on va mettre le mot tout de suite dessus, plutôt folie, plutôt psychiatrie. La définition de la santé mentale par l'OMS, c'est que la santé, ça fait partie de la définition de la santé, et la santé, c'est un état de complet bien-être physique, psychique et social qui ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie. Ça veut dire que la santé mentale, c'est un terme neutre qui nous concerne toutes et tous, et que ici, aujourd'hui, et dans la vie en règle générale, on a tous et toute une santé mentale. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Donc déjà, c'est une première notion importante. Santé mentale, c'est ni négatif ni positif comme terme. Santé mentale, c'est un terme neutre. Et vous le voyez, qui ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire aussi qu'être en bonne santé, ça veut dire aller bien. C'est pas juste ne pas être malade. Je vous laisse méditer sur cette notion, mais souvent on considère qu'être en bonne santé, c'est quand on n'est pas malade, et on ne pense pas forcément qu'il y a cette notion aussi d'aller bien, physiquement, psychiquement et socialement. Socialement, et les trois piliers sont à mettre à la même échelle, hein. Il n'y a pas un des piliers qui compte plus qu'un autre. Donc, c'est très important parce que souvent, quand on parle santé, on pense santé physique, on ne pense pas forcément santé mentale. Et santé sociale, c'est quelque chose d'assez nébuleux pour la plupart des gens. Pourtant, on l'a vu avec le Covid et pendant le confinement, quand on nous force à ne plus être en interaction avec les autres, ça nous pose problème. Donc, ça fait partie aussi des relations qu'on peut mettre en place. Ce qu'il faut retenir dans la notion de santé mentale, c'est qu'il y a vraiment deux variables. La première, c'est nous, l'individu, notre existence. Ça va être notre personnalité, notre patrimoine génétique, notre capacité à faire face à nos émotions, l'estime qu'on se porte, puis les différents événements, aléas qu'on va rencontrer dans la vie. Ça, c'est une première variable de la santé mentale. Et la seconde variable de la santé mentale, c'est l'environnement. C'est-à-dire, là j'ai pris des exemples plutôt dans le cadre professionnel, la charge de travail excessive, le travail peu gratifiant, les relations professionnelles qui peuvent être tendues, toutes les difficultés financières qu'on peut rencontrer à un moment donné, mais aussi difficultés, problèmes de santé, les problèmes familiaux, la culture d'entreprise dans laquelle on va baigner, et puis le manque de temps libre. Ça, ce sont des exemples, mais ça montre que dans notre santé mentale, il va y avoir un côté individuel et un côté environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, si je dois vulgariser le propos? Ça veut dire qu'un problème de santé mentale, c'est pas que parce que l'individu est faible, ou c'est pas uniquement parce que l'entreprise ne fonctionne pas bien. C'est toujours la rencontre entre ces deux notions-là qui va faire qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une situation donnée. Ça veut aussi dire, si on prend l'exemple de l'épuisement professionnel, que c'est la représentation individuelle d'un dysfonctionnement qui est organisationnel. Ce n'est pas uniquement de la faute de l'entreprise et du manager, parce que souvent, quand on parle d'épuisement professionnel, tout le monde se cache sous la table en se disant non, c'est pas nous, c'est pas l'entreprise qui a maltraité, on va éviter de parler du sujet. Enfin voilà, avec une grosse crainte qu'il peut y avoir autour de la boîte de Pandore que ça peut ouvrir. Non, c'est un peu c'est exactement comme la sécurité d'ailleurs. C'est pas parce qu'il y a un accident dans une entreprise que toutes les fautes viennent de l'entreprise et de ce qui a été mis en place. Même chose pour la santé mentale. Il y a les facteurs individuels et les facteurs environnementaux, et les deux comptent à la même échelle. Si on doit définir la santé mentale, là, vous voyez, il y a une sorte de bouteille. Quand j'ai une bouteille en plastique, je montre avec le niveau et la difficulté qu'on peut avoir à trouver un équilibre sur le niveau d'eau qu'on peut constater. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est un continuum, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui va être perpétuellement en mouvement, qui va vaciller entre une santé mentale fragile et une bonne santé mentale. Ça, c'est le cas de tout le monde ici. C'est quand on se lève le matin, par exemple, qu'on prenne la voiture et que, au bout de 10 minutes où on roule, on se retrouve à se prendre la tête avec un autre automobiliste, ce qui va nous mettre un premier coup de stress dans la journée et qui peut faire vaciller notre santé mentale vers une santé mentale fragilisée. Ce sont des choses qui sont plus impactantes, comme les séparations, les deuils, les difficultés professionnelles, les difficultés familiales. Et tout ce qui va contribuer à tenir l'équilibre, c'est-à-dire à faire vaciller
la bouteille de l'autre sens, vers une bonne santé mentale, ce sont une multitude de ressources qu'on peut mettre en place tout au long de notre vie. Un environnement professionnel soutenant, une famille qui nous accomplit, euh, euh, tout ce qu'on va pouvoir mettre comme ressources financières, l'environnement dans lequel on va évoluer, de la connaissance qu'on a de nous-mêmes, est-ce qu'on sait ou pas appréhender ses émotions, toutes ces notions-là vont faire qu'on va maintenir cet équilibre entre une santé mentale fragile et une bonne santé mentale. Avoir une santé mentale fragile, on le connaît tous à un moment donné dans notre vie, et ça ne veut pas dire que nous sommes faibles, et ça ne veut pas dire que c'est acté pour une durée indéterminée. Non, au contraire, c'est quelque chose de très fluctuant. J'utilise souvent la métaphore du bateau. La métaphore du bateau, c'est l'histoire d'un capitaine. Un capitaine qui va prendre la mer. Ce capitaine, il va prendre la mer et pour faire voguer son bateau, il va avoir du carburant. Son carburant, ce sont ses ressources intérieures et ses ressources extérieures. Les ressources intérieures, ça va être la confiance qu'il a en lui, son estime, sa capacité à s'affirmer, sa résilience, son adaptabilité. Ça nous parle ça souvent dans le travail, hein, résilience, adaptabilité, surtout dans la période qu'on est en train de connaître actuellement. Et puis, il va avoir des ressources extérieures, le travail, la famille, les amis, l'argent, le logement, on vient de les citer juste avant. Ces ressources extérieures, elles peuvent aussi être des facteurs de risque. Je prends par exemple la famille. Ça peut autant être une ressource que ça peut être un boulet. Bon, ça parlera à qui veut ici. Mais vous avez bien compris l'image. Donc, toutes ces notions, ces ressources vont nous permettre de faire avancer notre bateau. Ce bateau, il va voguer. Et il va voguer sur une mer qui pourra être une mer d'huile, auquel cas on ne va pas utiliser la même quantité de carburant, qui peut aussi voguer en pleine tempête, qui peut aussi voguer au milieu d'une mer très, très agitée. Cette mer très agitée, c'est les tracas, le stress, le traumatisme, les accidents, harcèlement, les agressions, le deuil, tous les événements qu'on peut rencontrer au cours de notre vie. Vous imaginez bien que le capitaine, si jamais il traverse cette mer avec une mer d'huile ou si, à l'inverse, la mer est très agitée, il ne va pas mobiliser les mêmes ressources. Il ne veut pas utiliser le même carburant. Ce qui peut faire qu'à un moment donné, si la mer est très agitée, on a besoin d'aide et besoin d'aide extérieure. Pareil, si on met en parallèle le fait que le capitaine, ce soit son premier voyage ou que le capitaine, il a 5 ans de traversée en mer, il ne va pas utiliser ses ressources de la même manière et il ne fera pas face aux aléas de la même façon, avec la même expérience. Donc, on peut aussi considérer, quand on fait cette balance individu-environnement, que la résilience, les choses qu'on connaît dans notre vie, qu'on surmonte, ça nous permet d'avoir de l'expérience et peut-être de gagner en compétences et de savoir mieux, de mieux se connaître, de mieux s'appréhender au fur et à mesure des épreuves que l'on rencontre. Donc, c'est toutes ces notions-là qu'il faut prendre en compte quand on va parler de santé mentale. D'ailleurs, on parle d'un double continuum quand on parle de santé mentale, c'est-à-dire cette première ligne que vous avez devant vous, bonne santé mentale fragilisée, qui est la ligne qu'on vient de voir précédemment. Et on pourrait mettre une autre ligne qui est aucun trouble psychique et trouble psychique grave, sur lesquels on va voguer également, plus ou moins loin, selon les situations qu'on rencontre. La flèche, la croix jaune que je vous ai notée, avec marqué détresse psychologique réactionnelle, c'est une situation dans laquelle on a tous pu se retrouver à un moment donné. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous comme moi, on a pu connaître un événement de vie qui nous a demandé un temps d'adaptation, ce qu'on appelle la dépression réactionnelle, qu'on connaît tous quand on a un deuil à faire. Alors un deuil, pas forcément la perte physique de quelqu'un, hein. Ça peut être un deuil professionnel, ça peut être un deuil sentimental, ça peut être effectivement la perte, le décès de quelqu'un qui nous est proche. Mais on va tous passer dans notre vie par cette période de détresse psychologique réactionnelle où on a une santé mentale dégradée, mais pour autant, nous n'avons pas de trouble psychique. Vous voyez où elle est positionnée. On va se rétablir la plupart du temps de manière naturelle et on va sortir de cette détresse psychologique réactionnelle. C'est quand il y a fixité ou que cet état perdure dans le temps que vous voyez, on va se décaler progressivement. Cette flèche, elle va, je ne sais pas si vous voyez la flèche ici, progressivement, si ça dure dans le temps, on peut se retrouver à évoluer sur le continuum du trouble psychique. Et on va définir juste après ce que c'est qu'un trouble psychique pour pouvoir parler de la formation ensuite. Ce continuum, on peut être partout dessus. Ça veut dire aussi qu'on peut rencontrer un trouble psychique et être ensuite rétabli et être en bonne santé mentale.
Ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Comment on peut avoir un trouble psychique et être en bonne santé mentale? De la même manière qu'on peut connaître un cancer, être rétabli et être en bonne santé par la suite, puisque c'est une maladie au même titre que les troubles psychiques. Est-ce que vous connaissez d'autres termes employés pour parler de troubles psychiques? Est-ce que vous avez en tête, quand on parle troubles psychiques, c'est la même chose que troubles mentaux. On utilise troubles psychiques parce que souvent troubles psychiques, ça fait moins peur que troubles mentaux. Mais si je vous dis à quoi vous pensez, si je vous dis troubles mentaux ou quelqu'un qui souffrirait de troubles mentaux, j'attends pas, c'est pareil, des choses qui sont, voilà, conventionnelles et c'est assez naturellement. À quoi on peut penser? Dépression, OK. Bipolarité. Des noms de troubles qui sont connus, parfois avec troubles du comportement, parfois aussi avec un mésusage parce que la notion de la bipolarité, parfois les jeunes l'emploient maintenant, un peu à tout va en disant, dès qu'il y a quelqu'un qui est lunatique, il est bipolaire alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'on met, derrière. Burn-out, anxiété, donc là vous me citez plein de troubles psychiques, c'est parfait parce que c'est ce qu'on voit dans la formation. Il y a aussi toute la notion de la folie. Vous avez peut-être pas osé le mettre, mais quand on dit trouble psychique, on pense folie, on pense malade mental, on pense psychiatrie, et ça fait peur la plupart du temps. Je vous ai fait un petit panel de mots qui peuvent vous parler selon la région dont vous venez. Mais on va penser aliéné, on va penser voilà, dingue, il lui manque une case. Enfin, c'est des choses, des représentations qu'on va tous avoir autour des troubles psychiques à plus ou moins grande échelle. C'est toute la notion aussi de la culture asilaire. La culture asilaire, c'est toute cette notion de quand quelqu'un vous dit, quand vous dites à quelqu'un, oh, je sens que tu vas pas bien en ce moment, peut-être que tu devrais aller voir un psychologue, la personne va vous répondre, non, je ne suis pas fou. Ou si vous sentez que quelqu'un est en train de faire une attaque de panique, que vous souhaitez appeler les urgences, la personne va vous répondre, non, n'appelle pas les urgences, je ne veux pas me faire interner. Donc c'est toute cette représentation qu'on peut avoir sur folie, asile, enfermement, isolement, et le fait qu'on est mis à l'écart si on commence à parler des troubles que l'on peut avoir. Pourtant, c'est un constat et on en parlait tout à l'heure en introduction avec Eric. Aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est très à la mode, il faut l'avouer. Et il ne passe pas une journée en France sans que le mot santé mentale ne sorte pas dans l'actualité. On confond d'ailleurs souvent santé mentale avec bien-être. Est-ce qu'on met vraiment une profondeur autour du sujet? C'est une grande question. Je vous ai imagé ça par les projecteurs. C'est un sujet qui est sous les projecteurs aujourd'hui, la notion de santé mentale. Et pourtant, il y a 3 Français sur 4 qui considèrent que la santé mentale est un sujet tabou et qui se taisent quand ça leur arrive eux-mêmes. 3 Français sur 4. Ça veut dire que malgré le fait que le sujet soit vulgarisé, on a encore une énorme omerta sur le sujet et un énorme tabou qui fait que quand on est concerné ou quand on doit mettre des mesures de manière concrète et profonde dans notre entreprise, c'est un autre sujet. C'est la raison pour laquelle, quand j'interviens en entreprise, très souvent, on me dit votre expertise, ça me va très bien, on veut que vous interveniez, c'est vraiment un sujet important. Mais par contre, si vous pouviez ne pas parler de santé mentale, ce qui rend les choses un peu compliquées quand c'est le cœur du sujet. Et il faut déconstruire tout ça pour redonner au terme de santé mentale une autre vision, une autre perception et d'autres représentations. Pourquoi il y a un tel tabou? Et ça, il faut le savoir avant de commencer la formation et de diffuser cette formation premier secours en santé mentale. C'est parce qu'on a peur du regard des autres. C'est ce que je viens de mettre en image avec la culture asilaire. On a peur de passer pour fou. On a peur de se confier sur ces sujets-là. Et puis, il y a une fierté relative à l'aveu de faiblesse qui est très forte aussi, qui va se retrouver particulièrement chez les fonctions dirigeantes, les chefs d'entreprise, les managers, où on a une difficulté aujourd'hui à se confier sur ce qu'on ressent, puisqu'on a la sensation d'être faible quand on le fait et qu'on a la sensation de faire preuve de vulnérabilité. Alors que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une forme de courage. Mais ça, c'est une autre histoire, on pourrait me lancer longtemps sur le sujet, je vais m'arrêter là. Mais c'est vraiment ces deux notions qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à parler de ces sujets-là. Et puis, il y a tout ce qui est autostigmatisation, c'est-à-dire qu'on a peur parce qu'on voit les gens juger, mais du coup, on se tait nous-mêmes parce qu'on porte un masque. Là, c'est imagé sous la forme d'une casquette, et c'est ce que je vous disais, c'est très présent dans les fonctions dirigeantes. On cesse d'être ce qu'on est vraiment
pour représenter, pour être ce que l'on représente. C'est-à-dire, on se dit, je suis le dirigeant, je suis le chef, je suis le manager, c'est moi qui dois mener le bateau. Si je commence à faire preuve de vulnérabilité, ça va partir à volo dans les équipes, ça n'ira plus. Et puis, comment ça va être perçu? Et puis, est-ce que je serai toujours considérée comme un leader si jamais je parle de ces moments que je traverse? Donc, il y a tout ça à déconstruire et ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si aujourd'hui c'est un sujet dont on parle beaucoup, il y a vraiment encore du travail. Il y a différents types de mal-être psychique. Vous l'avez cité, la dépression, le trouble de l'anxiété, le stress post-traumatique, qui est très courant aussi. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui d'épuisement professionnel, qui n'est pas une maladie, mais un état, plutôt un syndrome, une spirale qui va conduire aux troubles psychiques. Et puis c'est ce que disait Eric, hein, il y a d'autres troubles qui sont liés à ça. Hein. Il y a tout ce que sont les troubles musculo-squelettiques, on sait qu'il y a un fort lien, les troubles alimentaires, les addictions. Donc, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, l'addiction peut être perçue sous le prisme de la santé mentale, quand on considère que les gens consomment pour calmer leur souffrance ou leur mal-être. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est une partie qu'on aborde pendant la formation Premier Secours. Les constats, ils sont ceux-là aujourd'hui. Une personne sur 4 chaque année traverse un trouble psychique. Une personne sur 4. C'est énorme. Quand on considère le nombre de personnes, quand je fais des formations où nous sommes 12, tout le monde se regarde. On se dit effectivement, ça concerne, si ça ne nous concerne pas nous directement, ça concerne quelqu'un de notre entourage. Et c'est 25% de la population mondiale qui est ou sera concernée à un moment donné, à un moment ou un autre de sa vie, par un trouble mental. Les maladies mentales, c'est au 3e rang des maladies les plus fréquentes. La dépression est devenue la 2e cause d'invalidité et les maladies mentales sont la première cause d'invalidité, le 2e motif d'arrêt de travail. Si je vous donne les chiffres les plus récents, hein, qui sont sortis par AXA il y a 2 semaines aujourd'hui, l'année dernière, il y a 44% des salariés qui ont été arrêtés au moins une fois dans l'année. Et sur ces 44% de salariés, les motifs d'arrêt de travail, pour 22% d'entre eux, les motifs étaient le motif d'arrêt de travail était motif psychologique. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut dans tout ça? C'est qu'il y a une vraie nécessité, c'est un enjeu sociétal, social, de se saisir de ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est clairement pas assez visibilisé, encore trop timide dans le monde, dans l'entreprise. Et il y a une formation qui existe pour parler de ça, qui peut être déclinée, hein, puisque on peut aller de la sensibilisation à la santé mentale sur un temps plus court à une formation Premier Secours en santé mentale qui dure 2 jours. Et cette formation, elle s'appelle Premier Secours en santé mentale. C'est une formation australienne qui a été développée dans les années 2000 avec pour vocation première d'élargir les premiers secours physiques. Le constat a été le suivant. On arrive à former des gens pour agir en première urgence sur quelqu'un qui fait une crise cardiaque ou quelqu'un qui se noie. Et pourtant, aujourd'hui, on est incapable de venir assister quelqu'un qui aurait des idées suicidaires et qui serait en crise suicidaire ou quelqu'un qui ferait une attaque de panique. Pourquoi? Voilà, grande question. Mais on a la possibilité de former les gens à ce sujet-là. Donc, il y a l'adaptation française qui a été faite par PSSM France dans les années 2018-2019. Et puis, il y a un an, en mai 2022, on avait à peu près 24 000 formés. Aujourd'hui, on est au double. C'est quelque chose qui s'est énormément développé ces dernières années, avec des formateurs qui sont formés aussi régulièrement pour intervenir et qui peuvent avoir différentes spécificités. La formation Premier Secours en santé mentale, elle a une vocation, c'est d'intervenir de manière précoce. Là, quand on parlait tout à l'heure de prévention primaire, j'ai entendu le terme avec Eric, on va intervenir sur plusieurs facettes, mais l'idée, c'est de venir acculturer l'entreprise sur ces sujets, faire de la prévention primaire, et puis ensuite de pouvoir quand même, là c'est plutôt de la prévention secondaire, hein, la formation Premier Secours en santé mentale, où on est sur de l'intervention précoce, c'est-à-dire qu'il y a déjà des premiers signes qui sont constatés. On peut avoir déjà des situations dans l'entreprise qui nous interpellent. D'ailleurs, j'interviens très rarement, malheureusement, en pure prévention primaire, ce que j'aimerais, mais on intervient quand même très souvent sur ces sujets-là, déjà sur de la prévention secondaire, voire de la prévention tertiaire. Et l'idée dans cette intervention de précoce, c'est de faire en sorte qu'on intervienne suffisamment rapidement pour éviter que les problèmes ne s'aggravent. On peut aussi, dans la formation Premier Secours en santé mentale, intervenir quand quelqu'un a déjà un trouble psychique et qu'on constate que sa situation s'aggrave ou quand la personne est en état de crise. Il y a vraiment ces 3 volets. J'interviens quand la personne commence à voir son trouble
trouble se développer. J'interviens quand le trouble s'aggrave. J'interviens quand la personne est en état de crise. L'idée de l'intervention précoce, c'est exactement la même que pour un trouble physique. Aujourd'hui, le trouble psychique, tel qu'on en a parlé tout à l'heure, la dépression, le trouble anxieux, le trouble bipolaire, sont des troubles qui sont classifiés au même niveau que des troubles physiques. Quand quelqu'un a un cancer et qui vient de sortir d'un rendez-vous, il n'a pas les mêmes chances de rétablissement si son cancer est diagnostiqué aux premières métastases que si son cancer est diagnostiqué en phase terminale. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce sujet. Exactement la même chose pour les troubles psychiques. C'est pas la même chose si on détecte une dépression, un trouble dépressif au premier signe de la maladie que si on détecte un trouble dépressif au bout de 30 ans. Les médicaments, les traitements médicamenteux n'auront pas le même effet. L'accompagnement sera plus compliqué. Donc, accompagnons au plus tôt. Détectons au plus tôt possible pour pouvoir éviter les arrêts de travail longue durée, pour pouvoir éviter le mal-être, pour pouvoir éviter que cette pollution invisible que sont les risques psychosociaux gangrène un peu l'entreprise. Donc, c'est pour éviter que les problèmes ne s'aggravent, c'est pour faciliter le rétablissement et c'est pour aussi faire en sorte de sensibiliser au maximum, parce que la formation elle a cette vocation de déstigmatiser et démystifier le sujet aussi, pour favoriser un soutien de l'entourage professionnel et personnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on passe 11,5 années cumulées sur notre lieu de travail. Ça veut dire qu'après dormir et d'autres activités physiologiques vitales, être au travail fait partie des activités sur lesquelles on passe le plus de temps sur une vie entière. On ne peut pas détecter de la même manière quand on croise des copains, des amis dans notre vie courante, une fois toutes les 2 semaines, voire une fois tous les mois, voire plus. On ne peut pas détecter les mêmes signes que quand on travaille à côté d'un collègue tous les jours. Forcément, sur le lieu de travail, il y a une vigilance et il y a des constats qui peuvent être effectués qui ne seront pas les mêmes dans la vie personnelle. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de développer les premiers secours en santé mentale dans le milieu professionnel. Puisqu'il y a cette proximité, puisqu'il y a cette facilité de vigilance et on côtoie plus facilement l'autre. Donc, il y a ça aussi. Il y a cette notion de mettre une formation premier secours en santé mentale en place. C'est aussi favoriser un terrain, une acculturation forte autour de ces sujets au niveau de toute l'entreprise. La formation n'est pas une formation de thérapeute. La formation n'est pas une formation qui va nous faire devenir médecin en 2 jours. Donc attention à ces limites-là. C'est une formation qui, comme les premiers secours physiques, vont nous permettre d'avoir une vigilance et une réaction dans les plus brefs délais. C'est aussi une formation, c'est ce que je vous disais avant, qui va nous permettre de mieux repérer, mieux appréhender et avoir des connaissances sur ces notions-là, qui nous permettent de sortir de la stigmatisation et d'avoir un regard différent sur la personne, le collègue qui va être arrêté pour dépression ou le collègue qu'on sent présenter des premiers signes d'épuisement professionnel. Il y a un plan d'action dans la formation PSSM qui s'appelle aérer. Ce plan d'action, il va permettre, comme avec les premiers secours physiques, de pouvoir dérouler un process et de pouvoir retenir les différentes actions fondamentales qu'on va devoir mettre en place quand on sent que quelqu'un a une difficulté. En formation, souvent, la remarque qui est faite, c'est une fois qu'on a fait la première partie, OK, c'est bien de déstigmatiser, OK, on comprend que la santé mentale, c'est un sujet important. On a compris que les troubles psychiques, c'était aussi important que les troubles physiques. Mais maintenant qu'on sait ça, comment on fait? Concrètement, comment on vient à la rencontre de quelqu'un qu'on sentirait pas bien? C'est pas simple, en fait, de trouver les bons mots. C'est pas simple de trouver la bonne posture. C'est pas simple de se dire, je n'agis pas comme un thérapeute et je ne suis pas non plus assistante sociale dans mes équipes. Donc, quelle est la posture à avoir pour être là, mais ne pas non plus être intrusif ou rentrer voilà, dans le cercle et la zone que la personne ne souhaite pas souhaite conserver, que la personne ne souhaite pas qu'on dépasse. Pour ça, ce plan-là, il est vraiment de grande utilité puisqu'on va apprendre à dérouler ces différentes actions. On va apprendre à approcher la personne. Comment? Qu'est-ce qu'on dit pour rentrer en contact? Comment on évalue l'intensité du trouble de la personne? Comment on évalue si la personne est en crise ou non?
Comment on écoute activement et sans jugement. C'est un terme qu'on entend partout. On l'a d'ailleurs cité en premier quand on parlait de santé mentale. Et pourtant, l'écoute active, c'est pas si simple. Je dirais même que dans le plan que vous avez en face de vous, l'écoute active, c'est plus compliqué. Le réconfort, l'information. Quelles ressources aussi on mobilise dans la formation premier secours en santé mentale? On essaye de travailler sur le tissu local. Comment on va pouvoir orienter avec des ressources faciles et à portée de main pour être efficace? Parce qu'on peut donner toute la théorie du monde. Hein. Si on ressort et qu'on ne sait pas vers qui s'adresser, ça sera quand même un coup d'épée dans l'eau sur l'orientation qui peut être faite. Donc, on va apporter pendant cette formation une multitude de ressources qui vont permettre aux secouristes en santé mentale et aux personnes formées de pouvoir savoir quelles sont les ressources locales vers lesquelles on va orienter. Ressources et professionnels de santé. Les troubles psychiques qu'on aborde pendant la formation, ça va être les troubles anxieux, les troubles dépressifs, l'épuisement professionnel, on en parle parce qu'on fait le lien avec les troubles anxieux et les troubles dépressifs, tout ce qui va être troubles psychotiques, troubles liés à l'utilisation d'une substance, troubles de la conduite alimentaire. Tous les secouristes sont dotés à la fin de la formation d'un manuel. Je ne sais pas si vous le voyez, tout le monde le voit, Oui, le manuel, d'un manuel sur lequel on va pouvoir reprendre toutes ces informations qu'on vient de voir ensemble. Il y a toute une première partie qui est plutôt en lien avec le contexte et la définition de la santé mentale, des troubles psychiques. Ensuite, on a toute une seconde partie qui va venir nous aider à dérouler le plan dans chacun des troubles évoqués. C'est-à-dire qu'on va apprendre à dérouler le plan d'action dans le cadre des troubles dépressifs, en cas de crise et hors crise. On va apprendre à dérouler le plan d'action dans le cadre des troubles anxieux, en cas de crise et hors crise. Idem pour les troubles psychotiques et idem pour les troubles liés à l'utilisation d'une substance. Donc, c'est très détaillé. Et après, il y a toute une partie aussi sur les états de crise. Le manuel, il vient supporter, nous amener à un support pendant la formation. C'est un manuel qu'on apprend à utiliser pendant ces 2 jours pour qu'une fois sorti de formation, on sache où trouver les informations, pour éviter que le manuel nous serve de cali au bout de 2 mois que nous l'avons ramené chez nous. C'est plus pratique. Donc vraiment, on va le manipuler tout au long de la formation. La santé mentale au travail. On a déjà fait quelques constats et pourquoi c'est important, cette formation qui à la base est une formation citoyenne, il faut le rappeler. La formation PSSM, on peut la développer auprès de tout public. Elle est faite pour être développée auprès autant d'un public de soignants que d'une asso, que du monde de l'entreprise. Il y a vraiment une réelle utilité à le développer au travail, c'est qu'on constate qu'il y a une détresse de plus en plus importante des salariés. On constate que même les ressources humaines aujourd'hui se retrouvent en difficulté, les personnes qui travaillent dans les services de ressources humaines, qu'on manque de clés pour pouvoir orienter, qu'on a besoin de sentinelles en entreprise pour pouvoir travailler sur le sujet. D'ailleurs, il y a des entreprises qui font le choix de former leurs préventeurs sur ce sujet-là aussi, pour qu'ils aient cette compétence. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, les préventeurs, les intervenants en prévention des risques professionnels, en règle générale, sont très bien équipés pour tout ce qui est sécurité et risque pro, en règle générale, très peu pour ce qui concerne la santé mentale et les risques psychosociaux. Et ça peut vraiment être une compétence qui peut être mise en valeur dans le métier de préventeur. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une véritable attente des salariés sur le sujet. C'est 9 salariés sur 10 qui considèrent leur employeur comme responsable de leur bien-être mental. Alors, on peut rentrer dans le sujet et dans le débat. Hein. Est-ce que c'est ce que doit apporter l'employeur ou non? Là n'est pas la question en soi, puisqu'il y a une attente des salariés sur le sujet, au même titre qu'aujourd'hui, il y a certains salariés qui ont des attentes en termes de valeurs écologiques ou d'autres sujets. Donc, c'est à entendre. Et il y en a seulement 7% qui osent en parler au service des ressources humaines. Je ne vous parle pas aujourd'hui, pour travailler très étroitement avec plusieurs médecines du travail, de la difficulté d'aller en parler à la médecine du travail parfois aussi également. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont en souffrance et qui n'en parlent pas à leur manager, qui n'en parlent pas aux ressources humaines et qui n'en parlent pas forcément au service de médecine du travail. Donc, cette formation, elle va permettre d'articuler tout ça. Elle va permettre aussi de faire du lien entre ces différents services dont je viens de vous parler. Et puis, elle va contribuer vraiment à créer un environnement soutenant. Elle va donner aussi aux salariés les outils et la confiance nécessaires pour pouvoir
euh, avoir une vraie interaction profonde qui va au-delà du et toi, comment ça va entre collègues. Et puis, c'est aussi une formation qui a une vocation quand on a une exposition à un public qui souffrent de troubles psychiques, euh, des métiers qui peuvent avoir ou être en lien avec l'accueil, par exemple, ou avec un public qui peut être particulièrement touché par ce type de trouble. Donc, la formation, elle peut avoir tant une vocation en interne entre collègues, et puis pour que les personnes mettent des mots sur leur santé mentale et les différents troubles psychiques qu'ils peuvent rencontrer, ceux que leurs collègues peuvent rencontrer, mais c'est aussi une compétence que vous pouvez intégrer à l'intérieur de vos équipes si jamais il y a un besoin avec le contact public qu'il peut y avoir, contact client qu'il peut y avoir également. Et bien entendu, ça permet la construction d'un lieu de travail euh, qui promeut cette notion-là. Et c'est un puissant moteur d'engagement et de productivité. Je terminerai cette présentation, et je vais quasiment être à l'heure, je terminerai cette présentation en vous expliquant qu'en 2012, il y a Google qui a fait une étude qui s'appelle l'étude Aristote. Et l'étude Aristote nous montre que le premier facteur de performance d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle le climat de sécurité psychologique. Et le climat de sécurité psychologique, c'est le climat dans lequel on va faire évoluer les équipes, qui va permettre au sein de cette équipe de pouvoir s'exprimer en toute confiance. S'exprimer autant sur les questions qu'on se pose que sur les challenges qu'on a à relever, que sur les moments de vie qu'on peut passer. Et ce climat-là est le premier facteur de performance d'une entreprise. Donc, ça vaut le coup de s'intéresser au sujet. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et on va pouvoir discuter avec les questions que vous allez avoir à poser. Merci beaucoup, Noémie, pour cette présentation, cet apport sur ce qui se cache derrière ces premiers secours en santé mentale. Moi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis, c'est vraiment cette notion de prévention qui s'applique énormément à ce sujet-là. On voit que c'est un sujet qui monte en puissance dans les entreprises et dans la société. Et peut-être plus dans la société que dans les entreprises, mais forcément, on est impacté dans les entreprises. J'ai bien noté que c'était une notion de culture à développer dans l'entreprise, de se dire que ça existe et donc que l'on peut faire quelque chose parce que ça va avoir un impact négatif pour la collectivité. J'ai bien noté qu'il y avait deux grands piliers, en tout cas, dans tout ce que tu nous disais. C'était d'un côté être capable d'écouter et de dialoguer. Je pense que c'est Mhm, vraiment quelque chose qui est essentiel. Alors, c'est vrai aussi pour tous les autres risques de pouvoir aller au plus près du terrain et le dialogue et l'écoute sont extrêmement importants. Et le deuxième pilier, c'est la formation. mhm, Parce que pour pouvoir justement dialoguer et s'écouter, il faut déjà être capable de comprendre ce qui peut se passer, mettre des mots, ouvrir cette discussion, ouvrir cet espace, et ce qui va derrière, au bout de quelques temps, de devenir une culture de prévention. Et mhm, peut-être pour aller plus loin dans tout ce que tu peux dire, il y a certaines choses aussi qui justement peuvent se mettre en place bien avant, je pense, hein, dans le domaine de la prévention, et tu vas me dire ce que tu en penses. Je pensais notamment au droit à la déconnexion, hein. Je pense que dans ton exemple du bateau tout à l'heure, il y a bien évidemment aussi l'usure, c'est-à-dire qu'on est capable de faire face pendant un certain temps à à des difficultés, mais que l'usure, sans avoir la possibilité de se ressourcer ou sans avoir la possibilité de mettre pied à terre pour un marin, c'est un facteur de blessure à la fin ou d'accident. Donc je pense ce droit à la déconnexion. Et puis complètement à l'opposé de ça, au contraire, quand il y a des gens qui sont en arrêt maladie, tu prenais tout à mhm, l'heure l'exemple des gens atteints d'un cancer. Le fait de garder le contact en fait avec eux, de pouvoir continuer à échanger, de pouvoir prendre des nouvelles des gens, ça aide justement aussi dans ces moments-là au retour de la personne et à sa santé mentale. Donc voilà, c'était juste pour donner aussi des exemples de ce qui peut être fait en prévention, hein, sans rester, parce que au niveau de la ILF, on aime bien essayer de mettre en place toujours le plus tôt possible de cette prévention. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu peux en penser de ces exemples. Si, ce sont des très bons exemples. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on peut. Tu sais, il y a aussi tout ce qui est groupe d'analyse de pratique dans le travail. Et moi, très souvent, on se retrouve avec des professionnels qui peuvent avoir, quand les professionnels qui sont formés sont particulièrement en lien avec des personnes qui peuvent souffrir de troubles psychiques. Ça peut être des publics jeunes,
les jeunes, aujourd'hui, on le sait, il y a une recrudescence des difficultés psychologiques. Ça peut être travailler dans le social, enfin, ça peut être différentes fonctions. Travail, enfin, moi, je forme des bailleurs sociaux, je forme l'UDAF, je forme l'ARS, je forme différentes structures où il y a ce lien avec le public. Et il y a effectivement cette question qui va être posée sur, dans mon métier aussi, comment je fais pour supporter le fait que je sois en contact avec des gens qui ne vont pas bien. Et quand j'ai aidé, une fois que j'ai déroulé le plan, ou quand j'essaye, comment je fais aussi pour me préserver moi-même. Et je trouve qu'en amont, avant d'avoir ce genre de préoccupation, animer des groupes d'analyse de pratique, faire en sorte que les gens puissent échanger sur les questions qui se posent sur leur métier, sur les interrogations. Et même des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une réponse. C'est juste le fait d'être écouté et de pouvoir dire quelque chose qui fait du bien. C'est un énorme, ça devrait être utilisé, pas une fois qu'il y a déjà des difficultés, mais ça devrait être utilisé en prévention primaire sur comment on fait en sorte de faciliter la communication et le fait que les gens puissent faire part de ce qu'ils vivent au quotidien dans leur métier. Donc ça me semble bien. Et l'analyse de pratique était très ancrée dans le milieu soignant, alors qu'aujourd'hui, on peut faire de l'analyse de pratique sur tous les métiers. C'est pas, enfin, c'est pas un secteur gardé d'un seul métier. Donc ça me semble très bien. Tu parlais d'autres choses, la déconnexion, ça me semble très bien aussi. En tout cas, pour moi, la formation premier secours en santé mentale, elle vient vraiment en soutien à toute une culture qu'on souhaite mettre sur le sujet en place dans l'entreprise. Mais ça ne peut pas être juste une mesure pansement ou quelque chose qu'on met voilà, en place sans que le... C'est pour ça d'ailleurs que mon cabinet s'appelle Santé du dirigeant. C'est parce que je suis persuadée qu'il faut qu'il y ait de la résonance avec une dynamique qu'on peut donner à tous les niveaux de l'entreprise. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces compléments, Noémie. Et puis juste un point aussi que je redonne à tout le monde concernant les addictions. Hein. Bien évidemment, on va parler de dialogue et autres. On soutient au niveau de la INF le site Addicted Pro et les équipes d'Addicted Pro qui sont aujourd'hui la plateforme de référence sur les addictions justement et où il y a beaucoup à Excellente faire dans ressource. les entreprises. Voilà, tout à fait. Mm. Je vois que José avait une question. José, si tu veux ouvrir ta caméra et nous poser la question en direct, autrement je vais la lire, mais ce serait plus facile que tu... Alors José, non. Alors je pose la question, Noémie. L'employeur n'a-t-il pas la responsabilité avec... Oups. Ah oui. L'employeur n'a-t-il pas la responsabilité avec l'obligation de résultat en matière de santé sociale, physique et mentale? Il est alors normal que les professionnels attendent que leur employeur fasse le nécessaire en matière de santé mentale. Voilà. Oui, c'était par rapport à la Est-ce que remarque c'est, que est-ce qu'il j'ai y a une faite obligation? quand j'ai dit 9 personnes sur 10 attendent que leur employeur s'occupe de leur bien-être. Et en fait, c'est le terme bien-être. Et c'est pour ça que j'ai dit il y a un débat à avoir sur le sujet. C'est pas la santé. C'est pas prendre soin de leur santé, c'est prendre soin de leur bien-être dans l'étude. Et bien entendu qu'il y a une obligation de prendre soin de résultats en matière de santé sociale, physique et mentale. C'est bien pour ça que quand on met des choses en place, il faut qu'on vérifie que les choses fonctionnent et qu'on corrige si jamais ce n'est pas le cas. C'est la base de la prévention et de l'évaluation des risques en particulier, et aussi des risques psychosociaux. Donc, bien entendu qu'il y a cette notion d'obligation. C'est plutôt sur la notion de digression qu'il peut y avoir après sur est-ce que l'employeur est vecteur de bonheur au travail, enfin, doit être le garant du bonheur au travail, est-ce que l'employeur doit être garant du bien-être il y a une limite qui est qui est à poser, je pense, qui est intéressante à soulever. Donc, c'est pour ça que volontairement, je lance le sujet pendant que je l'expose. Parce que l'employeur se doit de garantir la santé. Donc, il y a plein de choses à faire. On en a parlé par rapport à ça. Santé mentale, il faut bien l'entendre. Hein. Aujourd'hui, moi, je le redis en entreprise. Encore cette semaine, j'étais dans une entreprise. On parle des choses qui sont à faire pour déterminer les indicateurs clés de facteurs de risque psychosociaux dans les structures. Et la personne me répond, on fait déjà ça pour les accidents du travail, on ne va pas faire ça pour tout. Bah si, en fait, puisque concrètement, on a l'obligation au même niveau pour les deux, donc on va faire ça pour tout. Par contre, après, il faut poser la limite, et c'est ce qui revient au début quand j'explique l'individu et l'environnement. Il faut aussi responsabiliser les gens sur la notion de bien-être et sur ce que nous, on doit faire et mettre en place aussi individuellement pour se sentir bien. Il ne serait pas non plus judicieux d'infantiliser les gens à outrance et de considérer que l'employeur est garant de tout. Voilà. Mais ce n'est qu'une conviction. Mmh.
tout à fait. L'espace de travail doit être avant tout pour réaliser un travail. Je pense que les gens ont justement le droit à du temps libre sur lequel ils vont pouvoir avoir des activités épanouissantes, mais le travail, il faut le voir avant tout comme un espace où on va collaborer pour réaliser une tâche, et ceci dans les meilleures conditions possibles. C'est pas non plus un espace de jeu, un espace de loisir. On n'est pas obligé de devenir ami avec l'ensemble de ses collègues. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je sais que je suis un petit peu contre tous les espaces un peu trop de loisirs Baby-foot, voilà, où on va avoir tendance à mélanger un petit peu les genres. Et voilà, on peut se retrouver entre collègues en dehors du travail si on apprécie plus ou moins ses collègues. Mais par contre, dans le cercle professionnel, on n'est pas obligé d'être amis. On peut très bien travailler avec des gens avec qui on ne sera absolument pas amis, et c'est absolument pas gênant. tout à fait. Euh, alors, des questions et des remarques toujours de la part de José, je vois, parce qu'il a des problèmes de connexion, donc il ne peut pas les donner en direct. Sauf que là, j'arrive pas à remonter le curseur. Non, il dit les Oui, espaces les de espaces de discussion. discussion du Mm. travail, ça fait référence au droit d'expression inscrit dans le Code du Oui, travail. Oui, bien sûr, bien sûr. La seule chose, c'est que les espaces de discussion, je sais pas, c'est mettre en place toutes les conditions pour qu'il y ait un échange. Je sais pas si collaboration ce et sont voilà, je sais pas si c'est des espaces, si c'est une confiance, si c'est un respect qu'il faut avoir, s'il faut justement permettre de dialoguer sur des sujets, éviter que certains sujets soient tabous, hein. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, Noémie. On le retrouve beaucoup aussi dans les addictions. Il y a beaucoup de tabous derrière tous ces sujets-là. Tabou de ne pas parler de soi, et puis aussi, très probablement, le tabou de ne pas dénoncer son collègue. Donc on voit bien que son collègue, il n'est pas très en forme, mais on va quand même pas en parler au chef parce que il pourrait prendre des sanctions ou voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de tabou dessus, et on ne sait pas toujours comment aider les personnes qu'il y a autour de nous. Et justement, d'avoir des gens qui sont formés, d'avoir des gens qui peuvent servir de référents, ça peut aider à aller au-delà de ces appréhensions, ou de se dire, bah non, c'est pas à moi d'en parler. Alors, c'est certainement pas à lui d'en parler, mais il peut en tout cas conseiller à la personne d'aller en parler. Et mm, il faut aussi que le responsable soit ouvert à entendre certaines choses. tout à fait, tout à fait. C'est très vrai. Petite question extrêmement pratique, Noémie. Les formations en premier secours et santé mentale, c'est comme pour les secouristes du travail. Combien de jours ça dure? Est-ce qu'il y a des recyclages? Voilà. Est-ce que c'est un programme qui est formaté par l'INRS comme pour les premiers secours, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est uniquement ce que tu nous expliquais tout à l'heure, la copie de ce qui s'est fait en Australie, mais qu'il n'y a pas de côté réglementaire par rapport à ça? En plus, c'était l'idée que j'avais eue juste avant de remettre en perspective. Exactement, ça rentre dans le même cadre que le SST ou que le PSC1. C'est une formation de 2 jours, 14 heures. Il faut assister aux 14 heures pour être reconnu secouriste en santé mentale. C'est une formation qui n'est pas encadrée par l'INRS, mais qui demande un certain référentiel avec des choses à respecter à l'intérieur de la formation. On peut se former à devenir secouriste. Une fois qu'on est secouriste, on peut se former à devenir formateur avec un bagage en santé mentale qui est demandé, hein, d'avoir des notions et avoir déjà formé sur tout ce qui était prévention des risques psychosociaux. Il y a beaucoup de soignants, de psychologues aujourd'hui qui se forment sur ces sujets-là, d'IPRP aussi. Voilà. Il faut en tout cas avoir eu un bagage sur la thématique. Que dire de plus? Il y avait d'autres. Non, il y Je sais avait. pas, je vais parler Quand est-ce durée, recyclage, Recyclage. formation, Pour référencement. l'instant, pas de. On est reconnu secouriste en sortant de la formation. C'est une formation qui n'est pas portée par l'État, mais qui a été citée 2 fois dans les mesures à développer lors des assises en santé mentale qui ont été organisées par le gouvernement en septembre 2021. Donc, c'est un programme qui est reconnu. C'est le seul aujourd'hui, hein, qui est reconnu, le premier secours en santé mentale, au même titre que les PSC1.
Et pour l'instant, pas de recyclage, puisque c'est une formation qui est relativement jeune. Mais vous trouverez des formateurs qui potentiellement proposent aussi, au bout de 2 ans, de faire une remise à niveau sur la base des premiers secours. D'accord, d'accord. Et le livret que tu nous présentais tout à l'heure, c'est un livret une référence nationale ou c'est quelque chose que tu as mis en place Non, c'est au une sein de Santé du référence Dirigeant? nationale. C'est Premiers Secours en Santé Mentale, l'ASSO, qui a créé la formation qui le diffuse. C'est obligatoire. On repart avec son manuel. Le manuel fait partie du coût de la formation. Et c'est un manuel qui est l'adaptation française, effectivement, d'MHFA, Mental Health First Aid, qui vient d'Australie. Donc, c'est un très bon support pour pouvoir continuer. Il y a des troubles qui sont abordés qu'on n'aborde pas forcément profondément en formation. Donc, c'est un super complément. Par contre, on ne peut pas acheter le manuel en dehors de la formation. Il faut faire la formation pour avoir accès au Exactement, manuel. pour avoir le manuel. D'accord. Exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'il y avait Claire qui nous disait aussi que quand elle voyait un baby-foot au travail, elle était justement en vigilance accrue. Ça, je confirme, ça peut être source de vouloir, de vouloir attirer les gens, pas Tout forcément à pour des fait. bonnes raisons. Ou de Voilà. vouloir cacher, ou vouloir dire qu'on a mis certaines mesures en place alors que derrière, ce sont des Mm, mesures mm. pansements, quoi. Donc oui, 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 la grosse cache-misère. vigilance sur le sujet. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va laisser quelques minutes. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro, hein, parce que je vous vois écrire où s'adresser. Où Alors, s'adresser. je vous mets mon adresse ici, puis je vais vous mettre le lien. Alors, je vous mets juste mon adresse parce que là, j'ai un peu honte. Le lien des calendriers, il n'est pas à jour, mais je vais le faire cette semaine. Donc, je peux vous le mettre aussi. Le lien du calendrier qui est là, mais je vais le mettre à jour dans la semaine. Après, il y a 2 types de formations. Soit on peut s'inscrire en individuel sur des formations en intra, c'est-à-dire des formations ouvertes au grand public. Soit on peut soit on peut diffuser la formation en interne dans l'entreprise, auquel cas, en inter, par exemple, pardon, et en intra, à l'intérieur de l'entreprise, quand on souhaite former un groupe. Alors ça peut être intéressant. 8 personnes minimum sur les groupes et 14 personnes maximum. C'est 16, mais 16 sur une formation premier secours en santé mentale, c'est relativement difficile pour laisser place à l'échange. Donc, je dis 14. D'accord, d'accord. Et oui, vous aurez accès, bien évidemment, avec le lien pour le replay, au mail et au Aux site infos. de Noémie. Je Mais tout à rappellerai. l'heure, sur le déroulé, les derniers slides, il y avait mon Oui, mail et le site internet. voilà. Tout à fait. Et j'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Oui, est-ce que ça fait partie Est-ce que c'est une formation qualifiante? Est-ce que on peut utiliser les droits à la formation pour la financer? C'est une formation qui n'est pas éligible au CPF pour le moment. Et c'est une formation qui, aujourd'hui, on en sort secouriste, c'est reconnu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais par contre, il n'y a pas de. C'est comme les PS1, les SST, quoi. C'est la même reconnaissance que les PS1 et les SST. D'accord, d'accord. C'est pas certifiant. Oui, c'est pas certifiant. Oui, 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 oui. Non, non. Aussi bizarre que ça puisse paraître dessus. Alors, Mm. santé mentale, on se dit, bon, c'est tout nouveau. Voilà, mais c'est vrai que pour le secouriste du travail, c'est la même chose. Oui. Et c'est toujours un petit peu étonnant. Par Voilà. contre, si vous choisissez un organisme Calliope et que vous l'intégrez dans votre entreprise, c'est pris en charge par les fonds de formation, par les Mm. organismes de formation professionnelle. Très bien. Bah, écoute, Noémie, je vois pas d'autres questions venir. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure cet échange? Non, enfin, vous dire que c'est une formation pour la donner à raison de quasiment une fois par semaine depuis plus de 2 ans. C'est une formation qui est très riche. Je m'engage même à dire que 99% des personnes qui en sont sorties ont pu dire que c'était une formation d'une
d'une richesse incroyable, tant personnellement que professionnellement. Former les gens en premier secours en santé mentale, c'est aussi armer les gens qui vont bien, quand on parlait de prévention primaire, pour pouvoir détecter tout ce qui peut leur arriver plus tard dans la vie, même si actuellement ils ne sont pas confrontés au sujet. Et ça, c'est d'une force vraiment très, très importante et qu'on ne mesure pas, hein, parce que forcément, il n'y a pas d'indicateur. Mais pourtant, pour voir repartir les gens, ils comprennent certaines choses, ils arrivent à mettre des mots sur les choses qu'ils peuvent eux-mêmes traverser. Par exemple, quand on parle des troubles anxieux, on a énormément, surtout aujourd'hui dans le contexte qu'on traverse, de gens qui souffrent de troubles anxieux et ils arrivent à mettre des mots sur le sujet et à se dire, bah, ah, alors quand je vis ça, c'est ça que je ressens. Et ils en ressortent avec une force, voilà, c'est très impressionnant. Donc, allez-y, c'est une formation qui devrait être obligatoire. Et c'est une formation qui devrait être obligatoire dès le plus jeune âge pour moi, puisqu'on apprend juste à être humain avec la formation PSSM et on l'a peut-être un peu trop perdu ces dernières années dans le monde du travail. Bah, merci beaucoup pour ces quelques mots de conclusion. Je suis assez d'accord, hein. On fait beaucoup de prévention dans le domaine de la prévention des risques physiques, chimiques, etc. On ne fait pas suffisamment de prévention et de compréhension de qui nous sommes. Donc, ça peut que nous aider pour bah, réduire l'absentéisme, hein, tout simplement des collaborateurs, pour améliorer le bien-être, pour améliorer la collaboration entre les gens, pour mieux se connaître aussi. Mieux accepter aussi. Il y a des jours où on est en forme et des jours où on est un peu moins en forme. Il y a peut-être comme ça des clés qui peuvent nous aider Mm, à mieux comprendre, à mieux accepter ça. Donc un mm, grand tout merci à à fait. toi, Noémie. Je vois qu'il y a Avec beaucoup plaisir. de remerciements sur la droite, une question sur les coûts en intra, en inter. Ça, je te laisserai y répondre peut-être en direct hein, dessus En direct, sur oui, les coûts. exactement. Mm, Voilà, on évite oui, dessus. On a déjà comment, la dimension des formations avec une formation de 2 jours. Donc, merci. Voilà, je laisse parce que tout le monde écrit des remerciements. Donc, un grand merci, Noémie. avec plaisir. J'espère que ça continuera à se développer comme type de formation. Et puis, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, des bonnes vacances, parce que le mois de juillet arrive. Donc, pour la plupart, on va avoir des congés cet été. Et je vous donne rendez-vous donc à la rentrée le 12 septembre. À très bientôt. Merci, Merci. merci Eric. Au revoir. Au revoir.